j'ai le plaisir de vous présenter cette mini-vidéo sur les indications des inhibiteurs de la pompe à protons en association aux antiagrégants plaquettaires et ou anticoagulants. Cette capsule ne dure que quelques minutes et fera le point sur ce sujet avec deux experts, les professeurs Gilles Baronne-Rochette, cardiologue, et Gaëtan Gabazzi, gériatre, que nous remercions vivement pour leur disponibilité. Cette capsule fait suite à la visioconférence que nous avions organisée en juin dernier sur les IPP au long cours avec les professeurs Sorin, gastro-entérologue, et Gabazzi. Alors, c'est une très bonne question et je pense que pour y répondre, tout médecin doit d'abord avoir le réflexe de la réévaluation. La réévaluation sur deux aspects, sur donc ces médicaments anticoagulants, antiagrégants et les IPP. Le premier aspect, c'est la légitimité de cette trithérapie antithrombotique ou cette bithérapie antiagrégante. En effet, ces associations n'ont pas pour vocation à être vitam aeternam sur l'ordonnance du patient. À part des cas très particuliers, mais le réflexe est de dire bon, mais pourquoi cette association est encore présente? Car nos dernières études montrent que finalement il faut privilégier des durées courtes, notamment pour la trithérapie, qui est maintenant de quelques semaines à maximum un mois, pour limiter le risque hémorragique. Donc au final, quand on va avoir une bithérapie ou une trithérapie, le premier réflexe c'est de savoir est-ce qu'elle est légitime, est-ce que finalement on ne peut pas redescendre à une monothérapie. Et pour cela, il faut vraiment travailler en coordination avec le cardiologue si on a un doute. Ne pas hésiter à lui envoyer un petit mail, mais ne pas hésiter surtout à réévaluer ce traitement si vous pensez que finalement il n'a pas sa légitimité. Il faut avoir ce premier réflexe. Deuxième réflexe, c'est les IPP. Les IPP, en fait, doivent être prescrits sur uniquement les patients qui ont un risque moyen de saignement gastro-intestinal plus important que la population générale. Et cette population a une définition bien précise que disent les recommandations européennes, notamment de cardiologie. Et la trithérapie, donc un patient sous bithérapie plus une anticoagulation, est un patient à risque digestif et de ce fait, il doit avoir les IPP. Mais pour tous les autres cas, au final, normalement, il ne faut pas les IPP si on n'est pas dans un contexte de surrisque digestif que l'on pourra définir plus tard. C'est très fréquemment prescrit chez les sujets âgés. C'est un tiers de notre population, nous, qui est hospitalisée. Donc, ça nous a amené à s'y intéresser. Et depuis très longtemps, maintenant, on sait que les IPP sont associés dans leur prise au long cours à des hyponatrémies. Des hyponatrémies, c'est pas un hasard, c'est aussi parce que le sujet âgé, lui, a une capacité à réagir au niveau rénal sur une charge hydrique qui est moindre. Donc, dès qu'il va y avoir un stimulus supplémentaire, comme l'IPP, ils vont faire plus d'hyponatrémie. L'hyponatrémie, c'est pourvoyeur de chute, c'est pourvoyeur d'hospitalisation, donc faut mieux éviter. L'autre chose dont on est certaine avec les IPP long cours maintenant, c'est pourquoi je suis là aussi sans doute, c'est parce que ça donne des infections à Clostridioides difficilées et les infections à Clostridioides sont associées aussi à une forte mortalité. Ça, ce sont les liens qui sont absolument certains. Après, il y a des liens qui sont de probable à possible et puis de plus en plus, certains. On manque encore d'études pour certaines, mais au global, les pneumonies infectieuses, et c'est lié certainement à l'achlorhydrie qui existe chez les gens qui ont des IPP au long cours, avec une pullulation microbienne au sein de l'estomac et donc des régurgitations qui sont plus fréquentes chez le sujet âgé et donc plus de pneumonie. C'est extrêmement fréquent.
Si on a une achlorhydrie, si on a donc ces IPP, eh bien, on a aussi une diminution d'absorption de certaines vitamines, et dedans, vitamine D, vitamine B12. Donc, on a des liens physiopathologiques qui font que les études épidémiologiques actuelles qui montrent qu'il y a plus de fractures ostéoporotiques, plus de déficits vitaminiques sont fortement probables. Voilà. Déficit en fer aussi, fortement probable. Hypomagnésémie, fortement probable. Et puis, comme je disais, comme il y a une population microbienne au sein du tube digestif, il y a des liens qui ont été faits avec une modification claire du microbiote digestif, ce qui aussi va bien avec l'idée de la colite à Clostridoides. Donc, on voit qu'il y a ces liens probables qui sont je dirais de plus en plus probables et qui font que quand on accumule, on n'a pas forcément envie de donner des IPP au long cours. S'y ajoutent deux choses plus, je dirais, plus rares, mais qui sont les maladies auto-immunes et les syndromes des yeux secs. Des associations épidémiologiques encore qui sont faites, qui restent encore à prouver. On a écarté par contre des liens avec la cognition, mais quand on voit déjà la liste absolument phénoménale d'effets indésirables, il est clair qu'il faille déprescrire le plus possible ces inhibiteurs de la pompe à protons quand ils ne sont pas utiles. Alors, en effet, ça paraît rare. Et là encore, le lourd tribut de cette infection à Clostridium difficile est payé par la population la plus âgée. Donc, obligatoirement, on s'y intéresse de près. On sait qu'il y a, on va dire, un nombre assez important, à peu près 150 000 cas par an, ce qui est quand même pas anodin. Ça, c'est des données SNDS. Quand on prend sur 2015-2019, une étude qui est en cours là et qui a été déjà présentée au Congrès européen de gériatrie l'année dernière, montrait que aussi il y avait à peu près autant d'infections à Clostridium hospitalisées que d'infections à Clostridium qui sont acquises dans la communauté. Donc déjà, premier lieu, c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense. C'est la moitié, en quantité, c'est la moitié des zonas, par exemple. Les zonas, on a l'impression que c'est tous les jours. Là, le Clostridium, c'est fréquent, 150 000 cas pratiquement, et puis c'est autant à l'hôpital que dans la communauté. Donc ça, c'est un nouvel élément. Quand on regarde, c'est effectivement sur ces données SNDS, plus souvent la population âgée. Population âgée, plus de 75 ans, plus de 85 ans, c'est à peu près 3-4 fois l'incidence qu'il y a chez les gens de moins de 75 ans. Donc, on voit, ça a tendance quand même à augmenter avec le temps, donc attention, et particulièrement à augmenter avec le temps avec la communauté. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Alors là, c'est très clair. C'est très très clair, ce sont des infections qui sont très graves. On a fait déjà avec le groupe infectieux gériatrique une étude il y a quelques années. En termes de mortalité, on a une mortalité qui était pour celles qui étaient hospitalisées à peu près à 25-30%. Confirmé en Israël, confirmé actuellement sur les hospitalisés, sur la fameuse étude Claudicia qui devrait être publiée dans les mois qui viennent. Nous, on l'avait fait en prospective chez une population âgée de 85 ans en moyenne. L'étude israélienne était chez les plus de 80 ans aussi. L'étude Claudicia, elle est sur toute la population, mais elle montre bien la surmortalité dans la population la plus âgée. On avait regardé aussi non seulement la mortalité, puisque finalement mourir en 30 jours, c'est peut-être bien quand on est très vieux, mais ça, faut faire attention quand on le dit. Mais c'est surtout de quelle façon ça se passe. Et là, c'est encore plus inquiétant, puisque parmi les survivants, dans l'étude qu'on avait faite là, sur les 250 cas, 34 centres en France quand même, plus de la moitié d'entre eux avaient à 3 mois perdu de la fonctionnalité. Ça veut dire devenaient dépendants sur les activités de base de la vie quotidienne. À savoir être tout d'un coup
à cause d'une infection à Clostridium, incapables 3 mois après, toujours de se lever, de transférer ou de manger tout seul ou d'être capable de s'habiller ou de se laver tout seul. Donc c'est des choses quand même, des activités de base de la vie quotidienne qui sont très très importantes. Et quand on a la moitié des gens qui ont eu cette infection qui sont plus capables de faire ça, c'est difficile à titre individuel et c'est certainement très cher à but collectif. En novembre 2020, la Haute Autorité de Santé a cité l'étude COMPASS dans ses recommandations sur les inhibiteurs de la pompe à protons. Cette étude concernait plus de 17 000 patients sous antiagrégants plaquettaires et ou sous anticoagulants. Elle était randomisée en double aveugle, multicentrique contre placebo, ce qui fait sa qualité. Elle avait plusieurs objectifs et notamment 2 qui me concernent. L'évaluation de la protection digestive des IPP au long cours pour ces patients sous antiagrégants plaquettaires et ou sous anticoagulants, et l'évaluation des effets indésirables de ces IPP au long cours. Résultat, premièrement, l'étude confirme l'absence de protection digestive des IPP par rapport au placebo pour les patients à bas risque digestif qui vous ont été décrits par les experts. Deuxièmement, l'étude confirme la survenue d'infections intestinales par rapport au placebo avec 1 cas par an pour 900 patients traités par IPP au long cours. La question que nous nous posons est donc, sur notre belle région Aura, combien de patients sont concernés et pour quel type d'association anti-agrégante et ou anticoagulante? Eh bien, posons la question à Emmanuel Magnier, économiste de la santé à la CEPAM du Rhône. En région Aura, on a en 2022 431 950 patients IPP au long cours. Et parmi ceux-là, 229 641 patients qui ont en plus des IPP une association à risque digestif, ce qui correspond à 53% des patients IPP au long cours. C'est 34,3% qui ont une monothérapie d'antiagrégants plaquettaires et 18% avec des anticoagulants oraux. C'est ensuite plus de 10 000 patients qui ont en plus des IPP une bithérapie d'antiagrégants plaquettaires. Et enfin, 3% des patients qui prennent avec des IPP des antiagrégants et des anticoagulants. Au total, près de 60% des patients IPP au long cours avec association à risque digestif ont une association avec des antiagrégants et des anticoagulants oraux. L'évaluation centrale de ce fameux risque de saignement gastro-intestinal. Et il ne va falloir réserver la prescription d'IPP chez un patient qui est sous anticoagulant ou anti-agrégant plaquettaire uniquement chez les patients qui ont ce risque identifié. Quel est-il ? Eh bien, on peut l'identifier sur 4 contextes cliniques. Le premier, ce sont les patients aux antécédents d'ulcères gastro-duodénal qui ont nécessité une prise en charge par un gastro-entérologue, ou les patients qui ont eu une hémorragie digestive. Deuxième élément clinique, une coprescription, on l'a dit tout à l'heure, de l'anticoagulation au long cours. Et puis, une autre contexte clinique, c'est la coprescription d'anti-inflammatoires stéroïdiens ou non stéroïdiens avec une agressivité digestive. Et puis, le dernier cas, le dernier contexte clinique, c'est une association, et il faut bien au moins deux des éléments que je vais vous citer, qui sont l'âge supérieur à 65 ans, une présence d'une dyspepsie, mais une vraie dyspepsie qui a été authentifiée et bilantée, et pas de valgène digestive, ou un reflux gastro-œsophagien qui là aussi a nécessité une prise en charge, puisqu'il faut être précis sur le symptôme, ou la présence d'une infection à Helicobacter pylori qui a été authentifiée aussi, ou la consommation chronique d'alcool qui a aussi un surrisque. Mais on le répète, c'est bien cette association d'au moins 2 de ces facteurs qui va entraîner un surrisque de saignement gastro-intestinal et qui va demander donc la prescription d'IPP. Les statistiques montrent que pour vous, médecin généraliste, vous avez en moyenne 24 patients sous IPP au long cours
et sous antiagrégants et ou anticoagulants. La plupart du temps d'ailleurs pour un seul de ces produits et sans anti-inflammatoires non stéroïdiens, sans corticoïdes associés que nous avons exclus. D'ailleurs, les médecins les plus concernés ont déjà été rencontrés par les délégués d'assurance maladie. L'objectif est donc bien de réévaluer la balance bénéfice-risque des IPP chez vos 24 patients, comme l'a demandé urgemment la HAS en novembre 2020, pour ne pas se retrouver dans une balance maléfice-risque. C'est pas facile, car il faut trouver les bons mots. Le patient adhère aussi à cette démarche de déprescription, mais c'est peut-être plus facile lorsque ces patients sont asymptomatiques du point de vue digestif. Mais il y a une dernière question bien légitime que vous nous faites remonter, c'est le risque médico-légal en cas d'arrêt de l'IPP. Les données que nous avons, et notamment celles de l'étude Compass, ainsi que les recommandations qui nous ont été présentées par nos deux experts, Gilles Baronne-Rochette et Gaëtan Cavazzi, démontrent bien que les risques d'effets indésirables des IPP au long cours et leur morbidité sont objectivement supérieurs à la protection supposée que confère l'IPP, en tout cas pour les patients à bas risque digestif. De plus, ces prescriptions, elles sont hors AMM et la loi, notamment le Code de santé publique, avec l'article L 5121-12-1-2, n'autorise désormais les prescriptions hors AMM, et là j'ouvre les guillemets, qu'au regard des connaissances médicales avérées. En clair, il y a donc peut-être plus de risques médico-légal, et médical surtout, à poursuivre des IPP plutôt qu'à les stopper. Pour conclure cette vidéo, nous allons laisser les mots de la fin à Philippe Pinel, qui avait déjà écrit ceci il y a plus de 200 ans. Je vous souhaite une bonne réflexion.